Radio Grand Lac. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Vous êtes sur Radio Grand Lac et nous sommes le vendredi 13 mai 2022. Vendredi 13, un jour de chance ou un jour de poisse, un jour incertain et par conséquent un jour parfait pour lancer une nouvelle émission sur les ondes. Cette nouvelle émission s'intitule Le Nouvel Entrepreneur et elle a pour but d'apporter de l'aide, des conseils, de la motivation aussi, à tous les porteurs de projets et aux dirigeants primo-entrepreneurs qui, parfois, peuvent se sentir bien seuls face à tout ce qui leur tombe dessus. Les 2e et 4e vendredis de chaque mois, nous accueillerons 3 invités avec des profils spécifiques. L'un sera un organisme d'accompagnement ou de regroupement de dirigeants. L'autre sera un entrepreneur inspirant qui nous racontera son parcours, ses défis, ses victoires, mais aussi ses échecs. Et enfin, le 3e sera un entrepreneur local qui, dans son offre, s'adresse aux porteurs de projets et aux dirigeants d'entreprise. Cette émission sera diffusée toute l'année, sauf pendant les vacances d'été et les vacances de fin d'année. Un événement aura lieu en septembre, les samedis 17 et 18 pour être précis, le Salon du Nouvel Entrepreneur qui, à l'instar de cette émission de radio, regroupera tous les organismes et professionnels qui accompagnent le dirigeant et travaillent à sa réussite et à son succès. J'aurai l'occasion de vous présenter les détails au fil des émissions et pour l'heure, nos invités aujourd'hui sont Joris Pérez pour la Jeune Chambre économique, Antoine Cacot pour la Brasserie Cacot et François Chel pour Taïris. Pour achever les présentations, je suis Karim Naili, dirigeant du service de formation à la communication digitale Pinitup, président de Arcadia Événements qui organise entre autres le Salon du Nouvel Entrepreneur en septembre prochain, et maintenant animateur de cette émission sur Radio Grand Lac que je remercie pour l'accueil et le soutien apporté à ce projet. On va donc commencer par notre premier invité. Bonjour Joris Pérez. Bonjour Karim. Vous représentez la Jeune Chambre économique de Chambéry et sa région. Vous êtes également, avec la Jeune Chambre économique, partenaire de Radio Grand Lac. Vous êtes entrepreneur. Comment définissez-vous la Jeune Chambre économique ? Quel est son rôle et à qui s'adresse-t-elle ? Alors, je vais commencer par une petite question pour présenter un petit peu tout ça. Quel est le point commun entre le trait du vert, la Journée nationale du droit de l'enfant et les numéros d'appel d'urgence ? Je réponds. J'ai envie de dire que c'est la Jeune Chambre économique. Bien joué. Effectivement, en fait, ces 3 actions qui ont été menées tout d'abord en local par une Jeune Chambre économique, pas forcément celle de Chambéry, mais soit de la France, soit du monde entier, hein, puisqu'on est un mouvement international qui a été créé à la Première Guerre mondiale, grosso modo. J'ai plus l'année exacte. Et le but de cette association, de ce mouvement, est de mener des actions citoyennes dans un intérêt commun, parmi les 17 valeurs d'objectifs de développement durable mis au point par l'ONU. Et donc voilà. Donc on a eu pas mal d'actions qui ont été transmises. La transmission fait partie intégrante aussi du mouvement. Donc on mène des actions, on les transmet à des entreprises et des collectivités, à d'autres associations, pour pouvoir se mettre sur une nouvelle action et créer un nouvel élan. Un nouvel élan. Merci Karim, c'est exactement ça. Alors, quelles sont les conditions d'entrée pour la Jeune Chambre économique ? Alors, dans Jeunes et Chambre, on a le mot jeune, et donc on est tous entre 18 et 40 ans. C'est la principale nécessité pour pouvoir adhérer à la Jeune Chambre. Ensuite, on a une période d'observation avec les futurs membres. Ils vont pouvoir se mettre sur des actions, en proposer et également suivre quelques formations pour leur expliquer un petit peu la totalité du mouvement. Parce que là, j'ai pas le temps de tout vous dire. C'est très très pas complexe, mais riche. On peut faire énormément de choses, que ce soit en local, au régional, au national, au niveau du continent, au niveau de l'international. Donc il y a beaucoup d'échelons où on peut, selon ce qu'on a envie, selon ce qui nous botte le plus, s'investir pour ces différents échelons-là. Et puis après, une fois que l'observateur a pu découvrir un petit peu, voir l'ambiance qu'il y a et commencer à se faire quelques amis, voire une famille pour certains, parce que pour le coup, il y a une ambiance qui est assez qui nous pousse, quoi. On n'est pas tous des entrepreneurs pour revenir à ça, mais souvent on le devient.
parce que ça nous permet d'acquérir de l'expérience, des compétences, d'accumuler aussi beaucoup de confiance en soi, voilà. Donc on n'est pas forcément entrepreneur quand on rejoint la Jeune Chambre économique. Pas forcément. On doit avoir à peu près un tiers d'entrepreneurs. Je parle des chiffres de la France. Pour le coup, un tiers de cadres et un tiers d'employés ou autres. Mais on est tous des jeunes. On a tous envie de s'investir sur le territoire dans un but commun qui va aller de l'égalité des sexes à préserver la planète, à sauvegarder l'environnement, avoir une consommation un peu plus responsable aussi. Et j'en passe. Alors c'est des thèmes qui sont très d'actualité. J'imagine que vous avez déjà quelques missions à nous raconter, par exemple, de choses qui ont été faites par la JCE ou... Ouais, exactement. On a notamment une sur laquelle j'ai pas été impliqué, mais qui m'a touché énormément. Ça s'est fait au lycée Marlioz l'année dernière. Ouais, c'est ça, l'année dernière. À peu près quand j'ai rejoint la Jeune Chambre, on a fait un forum digital. Parce qu'en fait, les forums pour rencontrer les entrepreneurs, du coup, pendant la période qu'on vient de passer, on va pas citer le nom, c'est un peu comme Voldemort. Et il y avait plus ces forums-là, donc les jeunes pouvaient pas forcément rencontrer des dirigeants, découvrir des métiers, etc. Et donc on a fait un forum en digital via une plateforme connue de tous ceux qui jouent un petit peu. Et donc ça leur a permis de rencontrer différents dirigeants dans différents secteurs, différentes entreprises, et de découvrir des métiers aussi qui en a aidé pour leur avenir, pour savoir ce qui existe, ce qui peut se faire, ce que eux peuvent faire, et éventuellement aussi comment le faire. Ok. Et que se passe-t-il quand on a 40 ans ? Au pilori. Non, c'est pas vrai. Quand on a 40 ans, donc on n'est plus membre actif de la Jeune Chambre économique. Par contre, dans le volet transmission, on a aussi toute une transmission de savoir de ceux qui l'ont acquis sur les différentes années qu'ils ont pu passer à la Jeune Chambre, et donc ils vont nous le transmettre. Donc on a tout un volet de formation. On a un catalogue de 240 formations certifiées par l'État qui nous est donné par des membres actuels et des anciens membres, où là ils vont nous retransmettre leur savoir, leur expérience, et ça va aller autant de développement personnel, de gestion du stress, de prise en parole en public, jusqu'à des choses un petit peu plus précises avec la Jeune Chambre, sur les possibilités nationales, sur comment on mène un événement, parce qu'il y a toute une phase d'enquête, de recherche de partenaires, de savoir si ça a déjà été fait, s'il y a vraiment des besoins. Voilà, c'est assez complexe, ouais. Très complet, et on est guidé du coup par les anciens qui nous aident. Et puis on a également un statut de sénateur qui est en fait une reconnaissance pour ceux qui se sont énormément investis, et qui nous permet de les garder toujours très très proches de nous. Et aussi un club des 40. On en parlera un petit peu plus tard, je pense. Eh bien, on parlait d'événements juste avant, et il me semble qu'il y a un événement très important pour la JCE qui arrive très prochainement. Effectivement. Donc ça va se passer le 20-21 mai, donc la semaine prochaine du coup. C'est notre convention régionale qui va se passer à Chambéry cette année. Et à Chambéry, on a voulu essayer de faire quelque chose d'un peu nouveau, puisqu'en général, ces conventions sont relativement internes. Ça nous permet à nous de nous former, de faire nos trajets, et de rencontrer aussi les autres membres des villes aux alentours, et des départements à côté de nous. Et là, on a voulu faire une conférence citoyenne pour parler un petit peu de nos valeurs, pour partager notre énergie. Et donc cette conférence citoyenne va avoir lieu donc vendredi soir prochain au centre des congrès. Ouverture des portes à 10 voilà. Le centre des congrès à Aix-les-Bains. À Aix-les-Bains, effectivement. Merci. Ouverture des portes à 18h. La conférence débutera à 19h. On va avoir 4 intervenants extrêmement inspirants. On peut savoir qui c'est déjà ou pas du tout ? C'est la surprise. Alors,
Pour l'instant, eh ben non, justement. Je vous invite, pour savoir qui vont être nos intervenants, à nous suivre sur les réseaux, notamment Facebook et LinkedIn, JCE de Chambéry et sa région, où nous allons dévoiler les intervenants dans les jours qui suivent. Donc je laisse un petit peu de suspense là-dessus. Et c'est aussi par la page Facebook que l'on peut s'inscrire pour participer à l'événement. Exactement. Donc la page Facebook JCE de Chambéry et sa région. Et on va rappeler la date de l'événement. Et la date de la conférence sera le 20 mai, vendredi prochain. Je voudrais qu'on termine sur le jeu. Il y a un jeu qui est animé par la JCE dans de multiples événements et qui s'appelle Captain ODD. Est-ce qu'on peut avoir un peu d'explication à ce niveau-là ? Alors, Captain ODD, c'est un serious game qui a été lancé par la Jeune Chambre au niveau national fin 2021 et qui a pour but de sensibiliser principalement les entrepreneurs, les entreprises et les collectivités au développement durable et à l'optimisation en fait qu'ils vont pouvoir avoir dans leur entreprise parmi plusieurs axes. Ça va aller... Aujourd'hui, on parle beaucoup de RSE, donc ça en fait partie, mais ça va être aussi comment recycler les déchets qu'ils font et comment surtout on peut arriver à gagner de l'argent en optimisant et en sauvegardant la planète. Parce que principalement, c'est quand même ce qui peut intéresser des entreprises. Et donc voilà, tout ça autour d'un jeu de plateau qui est fun, on passe un bon moment et voilà, et qu'on présente un petit peu de partout. Donc chaque jeune chambre a différents jeux de plateau. Et donc voilà, si vous êtes intéressé, il suffit de nous contacter pour voir comment on peut mettre en place ça dans votre association, entreprise, collectivité. Voilà. On retrouvera d'ailleurs ce jeu et la JCE au Salon du Nouvel Entrepreneur en septembre, les 17 et 18. Donc là, vous tiendrez l'espace networking, vous pourrez donc présenter vos activités, accueillir tous les gens qui auront besoin d'informations, et aussi vous animerez plusieurs sessions de ce jeu pendant le week-end. J'ai presque envie de dire en allant chercher les gens directement dans les allées pour participer. Avec grand plaisir. Et ça va être quelque chose, je pense. Sur le salon de septembre, vous savez déjà à peu près combien vous serez, par exemple, pour animer tout ça ? Alors pas encore. Pas encore. Pour le coup, c'est vrai qu'on est concentré sur notre conférence qui arrive très très vite. Pour le coup, je sais que j'y serai. On aura sûrement aussi notre président actuel, Aubin. J'ai failli dire Emmanuel Macron. Non, c'est le président de la Jeune Chambre. Pardon. J'en dis pas plus. Et puis notre présidente de 2021, Sandra Glibuzik, il faut que j'en parle encore avec elle. Mais voilà, normalement on devrait être assez nombreux pour pouvoir échanger avec vous. C'est super. J'ai une dernière question. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre la Jeune Chambre économique, personnellement ? C'est une super bonne question. Merci. C'est au détour d'une conversation, quelqu'un que j'ai eu au téléphone m'a parlé de la Jeune Chambre et notamment d'une action qui pour le coup a pas vu le jour. Ça arrive aussi, puisque dans la phase d'enquête, on va voir ce qui est faisable, ce qui l'est pas. Et pour le coup, cette action, c'était pour aider les étudiants pendant le Covid, donc début 2021. Là où on était un peu tous dans le dur, et l'idée était de leur ramener un petit peu de lien social, parce qu'ils ont eu des années très compliquées, où ils étaient des fois loin de chez eux, séparés des profs, séparés de leurs amis, séparés de tout. Il n'y avait plus de bar, il n'y avait plus de lieu d'activité, de rencontre. Et donc voilà, j'ai rejoint au début pour donner un petit coup de main sur cette action-là. Et puis, au final, j'ai rencontré des gens géniaux, une énergie qui est débordante. Et ça m'a permis aussi de pouvoir agir en fonction des valeurs que je défends. Ce qui n'a pas forcément été le cas sur tout le long de ma vie. On a tous un cheminement de vie. Et ouais, c'est ça que je ressortirais, c'est de pouvoir servir mes valeurs. Voilà.
en étant accompagné, en étant entouré et en progressant aussi moi pour le coup, puisque j'ai appris plein de choses, j'ai fait plein de choses, j'ai appris à parler en public, ce que je faisais un peu avant, mais beaucoup moins. Et puis je vais encore apprendre à le faire pour me perfectionner aussi. Donc ouais, c'est très très important. Merci Joris Pérez. Merci Karim. La Jeune Chambre économique, donc, que vous pouvez suivre sur Facebook et vous inscrire au prochain événement qui sera le 20 mai à Aix-les-Bains. On va faire une petite pause, on se retrouve juste après. Restez avec nous. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Vous écoutez Radio Grand Lac 92.1 FM. Le Nouvel Entrepreneur continue avec notre deuxième invité, Antoine Cacot. Bonjour. Bonjour Karim, bonjour à tous. La brasserie Cacot, c'est une affaire familiale et une histoire qui compte déjà plusieurs chapitres. Comment tout cela a commencé ? Oui, effectivement, il y a plusieurs chapitres à la brasserie. On a commencé en mars 2017 avec mon frère. Donc brasserie Cacot, c'est notre nom de famille et on fait les bières des ours, enfin bières ours. Donc nom du village de Saint-Ours où on nous écoute. D'ailleurs, Louis Allard nous écoute. Je fais un petit coucou. Et mais en gros, voilà, on est vécu à Saint-Ours. On a un sabol qui est fort à Saint-Ours, l'ours. Donc ça a été rapide pour le trouver. On a monté cette brasserie en 2017. On continue d'avancer. On fait de la bière donc bouteille. On fait de la bière en fût. On fait de l'installation tirage pression aussi dans tout ce qui est café, hôtel, restaurant. Même chez certains particuliers, mais là, c'est autre chose. Et après, on fait aussi beaucoup d'événementiels. Donc, c'est venu petit à petit sur l'event parce que nous, on a toujours baigné un peu dans ce milieu culturel qui est la musique, les arts, on adore. On crée déjà aussi un festival qui s'appelle Ours en scène aussi, qui sera cette année le 19 et 20 août 2022 sur la plage de Mémar à Aix-les-Bains. Donc, effectivement, il y a plusieurs chapitres. On a commencé dans le garage, on a déménagé une fois, 2 fois, 3 fois pour arriver aujourd'hui à Entrelacs à Albins. Donc c'est super. Ouais, c'est déjà une belle histoire en 5 ans, c'est ça ? C'est ça, en 5 ans, ouais. Donc du coup, dans vos bières, il y a des médailles, je crois. C'est ça, on est content. On a pratiquement toute la gamme qui est reconnue. Donc au Salon Alpin de la bière, déjà qui va se repasser dans pas longtemps aussi. Donc là, meilleure brasserie, meilleure bière. Sur ces salons, on a eu pas mal de titres aussi sur la région. Et après, on est parti sur une partie un peu plus nationale et internationale. On a voulu se confronter un petit peu à savoir notre savoir-faire, ce qui valait. Et effectivement, l'année dernière, on a eu 3 médailles d'or au concours international de Lyon, 2 médailles à l'Europe au France Beer Challenge. Et ensuite, cette année, effectivement, on refait 3 médailles au concours international de Lyon. Donc, on en est très fiers. Alors j'imagine que je suis pas le seul à me poser la question, mais comment une bière devient championne du monde ou il y a des critères ? C'est aussi une très belle question. Donc oui, il y a des critères. Hein. Effectivement, quand on est en concours, les dégustateurs vont tout analyser. C'est un peu comme les cuppers en café. Donc ils vont regarder la texture, la tenue de mousse. Ils vont regarder un peu, écouter. En fait, il y a tous les sens qui vont être mis en éveil, quoi. Donc même le bruit que fait la bière, c'est pris en compte. Exactement, il faut écouter sa pétillance. Dès qu'on décapsule aussi, il y a un certain bruit. En fait, il faut vraiment que tout soit parfait. Et après que ça soit bien dans le bon style. Donc ouais, c'est vrai que notre rousse Hypera, par exemple, la rousse a été médaillée d'or à l'international l'année dernière, médaillée d'or cette année aussi, médaillée d'or aussi au France Beer Challenge. Et ça à l'aveugle, donc c'est une vraie reconnaissance par rapport à des professionnels comme Cyril Hubert ou d'autres qui les dégustent avec des meilleurs ouvriers de France et des sommeliers de renom. Ok, alors personnellement, pour avoir goûté, oui, je peux dire que ça, faut pas passer à côté. En même temps, je pense que maintenant, quasiment tout le monde connaît la bière l'ours dans le coin. En tout cas, sur le bassin aixois, je pense que oui. On essaye d'être visible, de faire aussi promouvoir notre produit et de notre savoir-faire aussi. C'est vrai qu'on fait des bières d'assemblage de céréales, d'assemblage de houblon. On essaye aussi de faire aussi tout de l'aspect culturel qui nous amène aussi de la visibilité. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de monde qui ne connaissent pas l'ours, et tant mieux, parce que c'est vrai que c'est intéressant à faire découvrir notre produit et notre façon de voir la bière.
Alors du coup, il y a eu la brasserie où vous faites votre propre bière et il y a le bar L'Ours qui est arrivé juste après. C'est ça, donc on a créé la brasserie production, on va dire. Et directement à Albins, sur la production, on a aussi ce côté pub, donc un bar qui s'appelle l'Ours Bar entre Lacs. Vous pouvez regarder ça d'ailleurs, tout ça sur les réseaux, que ce soit Brasserie Caco ou l'Ours Bar. Et en fait, on fait aussi beaucoup d'activités. On reçoit des clubs business, on reçoit des particuliers qui vont faire leur anniversaire. On reçoit aussi des particuliers en tant que bar sur les horaires d'ouverture, les jeudis, vendredis et samedis, où Clément Bressan, d'ailleurs, le responsable de bar, vous accueille et, avec plaisir. On y met aussi de la bière des ours à la pression, forcément, toute notre gamme. On a aussi des softs, donc des sans-alcool, sélectionnés aussi dans la même éthique et la philosophie. C'est-à-dire, voilà, on va travailler avec Thomas Leprince sur les jus, ces jus bio. On va faire aussi notre limonade, parce qu'on fait aussi du sans-alcool. On développe la limonade ex-Riviera, la limonade du territoire, on va dire Grand Lac, qu'on a créé en partenariat avec l'Office du Tourisme. Et voilà, on va mettre des vins de Savoie, sélectionnés aussi, récoltants. On va aller voir sur la planche de charcuterie fromage. En Savoie, on a tout ce qu'il faut sur le fromage de qualité. On a aussi Julien Dangean, et je le salue, qui est un meilleur ouvrier de France sur Aix-les-Bains, qui nous fait aussi toute la partie charcuterie. Donc c'est vraiment intéressant. On a le concept, c'est convivial, c'est surtout du partage, et on va chercher un peu du non chichi, c'est un peu guinguette aussi là-bas, et voilà, on passe un super moment. Je confirme, pour l'avoir fait. On a aussi, côté La Biole, si je dis pas de bêtises, le Winefizz. Winefizz, comment On le dit comme on veut. On dit comme on veut. Moi, je dis le Winefizz, des fois, le lendemain, le Winefizz. Selon l'humeur. Effectivement, le Winefizz, c'est une association de copains où on a créé ce bar, un bar un peu plus ambiance, donc où il y a une grande sélection de bières des copains, aussi des bières de Savoie. Le but, c'est de promouvoir aussi le savoir-faire des brasseurs. On est tous collègues, on n'est pas concurrents. On élève la façon de faire artisanale des bières. Après, on a une sélection de vins. On a aussi des cocktails qui changent. On a une autre... c'est un bar un peu plus à ambiance, et on est très content d'avoir fait ça avec Janin, la famille Janin BTP, avec famille Serret, Fabien Serret, et puis Patrice Brunier, que je salue, qui nous écoute aussi. Ok, donc on en est à 2 bars. Oui. On a une autre casquette. L'événementiel, donc le festival qui va faire sa 2e édition cette année à Aix-les-Bains. Mémar, c'est ça? C'est ça, exactement. Eh ben la plage de Mémar est un haut lieu pour nous aussi du territoire aixois. On a l'année dernière décidé sur une idée un peu folle de créer aussi notre festival, d'amener ce festival gratuit, pour avoir que tout le monde puisse en profiter. C'est un festival aussi familial, dans la même éthique aussi qu'à la brasserie, et dans l'ambiance aussi un peu rock, pop rock, justement non clivant dans un sens. On va chercher aussi des artistes locaux, on va travailler avec des food trucks locaux, on va avoir de la bière locale, la brasserie Caco pour le coup, avec la bière ex-Riviera, donc la bière pareil, travaillée avec l'Office du Tourisme d'Aix-les-Bains et pour le territoire Grand Lac, et aussi une autre bière qui est la bière éphémère, dont je laisse encore le secret du coup cette année. Donc décidément, c'est le 2e invité qui veut pas tout nous dire. Alors on a des bars, on a du brassage, on a de l'événementiel, mais c'est pas fini, il fallait encore rajouter d'autres choses. Donc il y a aussi le réseau professionnel. C'est ça, oui. Alors moi je pense à Entrepreneurs, mais je crois qu'il y a 2 choses à ce niveau-là. Il y a plein de réseaux. Nous, on est des gens du cru, on va dire. Donc c'est vrai qu'on a toujours fonctionné en réseau amical. On se soutient tous. On adore cet effet-là de tiens, on a besoin d'un coup de main, on y va. C'est un peu pareil dans notre milieu, on va dire professionnel. Donc effectivement, il y a plein de réseaux comme Entrepreneurs. On était hier encore invité sur un autre réseau. On a aussi le réseau Happy Biz qui vient à la brasserie. On souhaite aussi on a besoin de sponsors aussi pour créer ce festival d'envergure quand même, parce que c'est vrai qu'on a 4500 à 5000 personnes, 4500 personnes soir. Là, ça part sur 2 soirs, donc on a des sponsors. On va essayer de créer, et on va le créer. C'est le club Ours en Scène. C'est pareil, pour fédérer d'une manière amicale aussi tous ces sponsors et ces professionnels qui nous donnent la main sur tout la partie événementielle qu'on essaie de créer. Pour le festival, est-ce qu'on a le droit d'avoir des noms?
Des noms. Est-ce qu'il y a des groupes déjà programmés? Je pense que oui, on est quand même assez proche de la date. C'est ça, oui. Effectivement, on a presque tout de booké. C'est vrai qu'on est même booké. On a 8 groupes de musique. Donc effectivement, on a aussi une page Facebook, Instagram et un site internet. C'est Festival Ours en Seine Aix-les-Bains. Allez voir, vous allez voir. Et on a déjà donc 2 têtes d'affiche pour les 2 soirs. On a Red Bean and Pepper Sauce qui viennent de Montpellier pour le coup. Magnifique, je les ai découverts d'ailleurs au Brinzin, qui est un haut lieu culturel aussi. On a aussi High Voltage, donc tribute d'ACDC, qui seront là la deuxième soirée. Donc voilà, ACDC, High Voltage, ça match. On a aussi Black Stage qui viendra. On en a plein d'autres aussi, et c'est vraiment cet univers pop rock, du rock aussi, un peu des belles années du rock, et on a baigné là-dedans depuis qu'on est petit avec mon frère, parce que je fais ça bien sûr avec mon frère Baptiste qui nous écoute aussi, et toute l'équipe de la brasserie. Alors, un festival sur une journée, la première édition, 2 jours la deuxième édition, on va jusqu'où? On va déjà faire les 2 jours, effectivement. Ce qu'on veut, c'est de promouvoir encore le territoire, promouvoir les artisans du coup de ce territoire, de fédérer aussi autour de cette cause. C'est vrai que là, par exemple, on est en train de... Bon, je spoil un peu, mais on fait des vidéos sur le territoire avec des acteurs comme le wakeboard, comme d'autres, pour amener... ils se rallient à cette cause. C'est vraiment, en fait... une envie de faire un partage musical, culturel, où les gens se sentent bien. On est sur un événement qui est bienveillant. Je pense que 2 soirs, déjà un soir, c'était osé en pleine pandémie l'année dernière, avec tout ce qu'il fallait aussi, testodrome et autres, passe sanitaire. Cette année, effectivement, on a normalement un peu plus, ça sera un peu plus détendu pour cette deuxième édition. Je pense que 2 jours, c'est très bien pour le moment. J'espère que ça se passera bien et qu'on aura un super beau temps. On en a déjà parlé par le passé, mais c'est vrai que je faisais souvent le parallèle avec Musilac, qui au tout début s'appelait Musique au lac, et c'était juste une petite scène au milieu de l'esplanade, concert gratuit avec 2 groupes. Et là, sur votre festival, vous attaquez déjà avec un départ bien plus fort. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite ? Ce qu'on souhaite déjà, c'est que Musilac soit toujours là, parce que c'est vrai que quand même c'est un festival national. On est très fiers aussi d'avoir ça sur le territoire. Ça fait rayonner aussi le territoire. Je les salue d'ailleurs. Et c'est vrai que nous, c'est vrai qu'on a commencé un peu fort. On a commencé fort grâce aussi à toute cette équipe de bénévoles qui nous suit et qui sont derrière nous, et derrière cette idée aussi un peu folle de faire rayonner d'une autre manière la culture. Et voilà, on est à fond sur le projet. C'est vrai que beaucoup nous disent on est un peu le petit Musilac, et c'est d'ailleurs une fierté de porter ce petit nom. C'est comme un peu Annecy, la petite Venise. Tout ça, c'est magique, quoi. Donc, nous continuerons dans cette idée de faire vibrer le territoire, d'y amener des choses gratuites, d'y amener aussi du local, du bio pour nous, pour la brasserie, et voilà, où les gens s'éclatent, et voilà. Donc la brasserie Caco à Albins, on a la brasserie et le bar l'Ours, le Winfizz ou Winefizz selon les jours à la Biole, le festival qui approche à la plage de Mémar. C'est ça. Et on va marquer une nouvelle pause, on se retrouve juste après avec François Chel de Taïris. Ne quittez pas. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Le Nouvel Entrepreneur, votre nouvelle émission consacrée à l'entreprise et aux porteurs de projets. Notre 3e invité est François Chel. Bonjour. Bonjour Karim, bonjour à tous. François, vous êtes le fondateur de Taïris. Quel a été votre parcours ? Oui, tout à fait. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur la présentation de Taïris. Pour expliquer quand même globalement le domaine d'activité, on travaille sur les enjeux climat, biodiversité, donc les enjeux environnementaux, et on aide les organisations finalement à adopter des modèles qui soient plus pérennes, qui soient moins impactants d'un point de vue de l'environnement. Alors comment j'en suis venu jusqu'ici ? Alors le changement climatique, le climat, la météo, c'est toujours des sujets qui m'ont touché depuis que je suis petit. J'avais même parié avec ma grand-mère en 2000, c'est en 2000, que 10 ans après, on allait commencer à avoir une diminution des capacités de pétrole mondiales, etc. Bon, il y avait un problème de temporalité, on n'y était pas vraiment, mais en tout cas, c'était des sujets sur lesquels je m'intéressais, je regardais, je lisais.
Et puis j'ai oublié un peu ça avec les études. Je me suis un peu perdu. C'était hyper intéressant. Je savais pas trop où j'allais, mais je me suis retrouvé en informatique. L'informatique, ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai continué dans ce domaine-là et je me suis retrouvé finalement après des études assez classiques, diplôme d'ingénieur, bac plus 5 en informatique. J'ai fait un deuxième diplôme en management, bac plus 5. Je me suis retrouvé ensuite dans les grosses entreprises, donc Sopra Banking Software à Annecy, Capgemini à Grenoble, dans lesquelles je travaillais sur l'innovation, le numérique, etc. J'ai eu monté aussi une entreprise dans le domaine du numérique avant de revenir à Capgemini et à ce moment-là, je faisais des missions que ce soit auprès des clients où j'accompagnais déjà des entreprises sur de la transformation et également du pilotage de projets avec des équipes. Maintenant, depuis les années, suite à mes études, j'ai commencé à replonger un peu dans le sujet climatique, à lire des livres, à commencer à étudier les rapports du GIEC, notamment, et à commencer à me poser beaucoup de questions, jusqu'à un point où il y avait une grosse différence entre finalement les données, les rapports que je lisais, la nécessité de changer nos modes de vie, nos modes de fonctionnement, nos entreprises, notre société, et puis la place où j'étais, ce que je faisais, comment je le faisais, etc. Et donc, à un moment donné, à force de me former, donc je me suis formé en ligne, j'ai lu encore des livres, des rapports, j'ai eu l'occasion de passer quelques certifications aussi. Je me suis dit, bon, à ce moment-là, il faut que je change de domaine d'activité. Donc, je me suis mis dans un premier temps à mon compte. Et ça, c'était il y a un peu plus de 3 ans. Et puis, suite à ça, j'ai commencé à travailler avec des entreprises sur leur transformation environnementale, à aller plus loin encore sur d'autres sujets. Et je me suis dit, bon, il faut accélérer, il faut avoir plus d'impact. Et un des moyens de le faire, c'était de créer une entreprise qui s'appelle Tairis, dans le domaine climatique, dont l'objectif, c'était vraiment d'accompagner les organisations, n'importe quelle organisation, finalement, du public, du privé, pour aller vers des modèles qui soient plus respectueux de l'environnement. Alors après, ça, on le fait de différentes manières. Il y a 3 grands volets, finalement. Il y a une partie sensibilisation qui est aussi dédiée au grand public. Donc ça passe par des conférences, ça passe par des ateliers. Pour avoir d'idées, j'ai fait à peu près une 30aine de conférences sur les 3 dernières années auprès du grand public pour essayer de sensibiliser un maximum, pour que les gens finalement comprennent de quoi on parle quand on parle de climat, quand on parle de biodiversité, quand on parle plus généralement d'environnement. Ça passe aussi par de la formation. J'interviens beaucoup auprès des dirigeants d'entreprises pour les former à comprendre finalement de quoi on parle concrètement sur les enjeux et que derrière ils puissent se projeter en disant dans le cadre de mon entreprise, comment ça va impacter mon activité, comment ça va impacter mon marché, comment ça va impacter la manière dont les consommateurs achètent mon produit, comment ça va impacter finalement structurellement mon organisation. Et derrière, il y a le 3e volet qui est l'accompagnement sur la stratégie, qui est de dire maintenant que vous avez compris, on va essayer ensemble de définir une stratégie qui fait qu'à terme, l'entreprise soit pérenne au regard des enjeux environnementaux et qu'on puisse vraiment changer les modèles et qu'on puisse diminuer la pression sur l'environnement. Ok, alors la première qui me vient, c'est Tairis. Ça veut dire quoi? Ça vient d'où? Alors, c'est une contraction de Temperature Rising. Les températures augmentent en anglais. Et on a même droit à l'accent. Tout à fait. Et ça illustre un peu finalement ce qu'on observe, et c'est dans les rapports du GIEC. Aujourd'hui, on est sur un changement climatique qui a déjà évolué de plus 1,1 degré à plus 1,2 degré avant l'ère pré-industrielle, donc il y a à peu près 150 ans. Et en fait, donc aujourd'hui, on sait aussi que le changement climatique est sans équivoque du fait des activités de l'homme. Et maintenant, il y a tout un tas de scénarios qui sont comment le changement climatique va évoluer au fil du siècle. Et ce changement climatique, finalement, comme il est directement induit par nos activités, l'évolution du changement climatique dépend directement des choix qu'on va faire, des choix de société, des choix d'entreprise, des choix individuels. Donc, toute la question, et c'est aussi l'objet de Tairis, de mon métier aujourd'hui, plus généralement, c'est de dire comment on arrive à aller sur les scénarios bas, sachant que les conséquences ne vont pas du tout être les mêmes selon qu'on est sur un scénario bas d'émissions avec un réchauffement faible et un scénario haut d'émissions qui peut aller à des niveaux de réchauffement qui peuvent remettre en cause finalement les conditions d'habitabilité de la Terre telles qu'on les connaît aujourd'hui. Ok, donc l'entreprise peut-elle avoir un réel impact? Est-ce que ça peut être un acteur incontournable de la lutte contre ce réchauffement?
Oui, tout à fait. Alors, il y a une étude, je me base sur l'étude de Carbone 4 qui était sortie il y a quelques années, qui montre qu'à l'échelle individuelle, on a à peu près 20 à 25%. Finalement, on a un quart de responsabilité dans le sujet. En tout cas, on a une capacité à agir où on pourrait diminuer à peu près de 20 à 25% les émissions. Et 75% restants, c'est les collectivités, l'État et les entreprises. Et en fait, il y a tout un système. Finalement, tout est imbriqué, parce que finalement, nous, en termes individuels, c'est comment on consomme, comment on achète, comment on vit. Les entreprises, c'est comment elles produisent, sur quel marché elles vont, à quoi elles font attention, sur quelles matières premières elles prennent, etc. Et puis l'État, c'est comment il va légiférer pour inciter justement les entreprises et les particuliers à aller sur des modes de vie qui soient plus respectueux de l'environnement. Et comment ça se passe du coup à votre niveau ? C'est-à-dire que vous vous adressez à l'entreprise pour la faire changer, donc ça doit pas être facile tous les jours, mais vous allez vers l'entreprise ou on vous contacte aussi ? Les deux. Après, ça passe aussi beaucoup par de la sensibilisation, c'est-à-dire que le fait de communiquer, etc. Il y a des entreprises derrière qui viennent. En fait, on devient un peu un référent, un guide sur le sujet, parce qu'il y a plein de chefs d'entreprise aujourd'hui qui se posent la question de dire mais comment on fait ? Comment on est conscient qu'il y a un changement climatique, on est conscient qu'il y a des enjeux environnementaux, mais comment on fait pour se transformer ? Comment on fait pour revoir notre modèle, notre fonctionnement ? Et derrière, ça se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est de bien comprendre de quoi on parle. Donc ça, c'est la partie formation. C'est vraiment travailler avec l'ensemble de la gouvernance de l'organisation. Donc ça peut être les dirigeants, ça peut être les actionnaires, etc. Et puis c'est de comprendre de quoi on parle, d'aller chercher en profondeur et de comprendre aussi les conséquences que ça va avoir. Ensuite, on va essayer de toucher toute l'entreprise, d'impliquer toute l'entreprise. On est vraiment sur une transformation forte d'entreprise. Alors, on parle de transformation numérique, etc. Mais là, on est sur une transformation beaucoup plus profonde. C'est ce que je dis, dans un monde où le changement climatique, où les conséquences environnementales avec la perte de biodiversité aussi deviennent trop importants. C'est un monde où de toute façon les marchés vont tomber. Donc, les entreprises ont tout intérêt aujourd'hui à adopter un mode qui soit respectueux de l'environnement. Et si la gouvernance aujourd'hui n'est pas impliquée, ne comprend pas les enjeux, c'est ce qu'on observe dans beaucoup d'entreprises. On n'a pas de stratégie vraiment de transformation profonde et efficace. Mais est-ce qu'une petite entreprise peut avoir, j'ai envie de dire, le même impact qu'une grosse entreprise en termes autant de pollution que de lutte contre ça finalement ? Alors, c'est une très bonne question. Toutes les entreprises ont de toute façon la possibilité d'agir. Toutes les entreprises doivent, dans leur mode de fonctionnement, prendre en compte ces enjeux environnementaux. Ça, c'est une nécessité. Maintenant, c'est certain qu'une entreprise de plus petite taille, probablement, alors tout dépend ensuite le domaine d'activité, mais généralement, on a quand même un impact qui est moindre. Par contre, on a toujours des marges de manœuvre qui sont absolument... il faut qu'on en tire parti de ces marges de manœuvre-là pour aller vers inventer des modèles d'entreprise qui soient plus pérennes et plus intégrés dans notre environnement. Alors, est-ce que, basiquement, en 1 minute, c'est possible de donner des exemples d'actions que peut faire une entreprise pour diminuer son empreinte carbone ? Oui. Alors, je vais parler vraiment d'actions structurelles dans un premier temps. La première action structurelle, c'est de se former. Former toute l'entreprise, tous les acteurs, tout ce qui tourne autour, y compris les clients, les fournisseurs, etc. Ça, c'est la base. Si on ne comprend pas le sujet et si on ne comprend pas les conséquences, on ne peut pas mettre en œuvre des actions en face qui soient efficaces. La deuxième chose, c'est qu'on va travailler sur le modèle d'affaires de l'entreprise, c'est-à-dire comment elle fonctionne aujourd'hui, comment elle produit, comment elle vend, comment elle traite avec ses clients, ses fournisseurs, sur quel marché elle se positionne, etc. Et d'essayer de comprendre quels sont les risques qui sont associés aux enjeux environnementaux par rapport à son environnement, quelles sont les opportunités éventuellement qu'elle peut en tirer. Et puis ensuite de voir les forces et les faiblesses sur lesquelles on peut s'appuyer, les forces sur lesquelles on peut s'appuyer de l'entreprise pour se transformer, et les faiblesses, c'est-à-dire les points qui vont pêcher au regard des enjeux environnementaux qu'il faut absolument qu'on traite. Et une fois qu'on a fait ça, on va travailler sur tout, on va mesurer. Donc mesurer, ça veut dire mesurer l'empreinte carbone, mesurer les émissions avec un bilan carbone, ça veut dire mesurer l'empreinte biodiversité, c'est-à-dire quel est l'impact de l'entreprise sur la biodiversité ou des activités de l'entreprise sur la biodiversité. On va mesurer, on va analyser les flux énergétiques, les flux d'énergie, les flux de matériaux, et tout ça va nous donner finalement une vision
un diagnostic finalement de l'ensemble de l'entreprise, de son fonctionnement, de ses flux, et ça nous permet d'avoir une stratégie ensuite qu'on va pouvoir mettre en œuvre, hyper précise, pragmatique et planifiée. Derrière, on va pouvoir dire, voilà, on sait que sur tel sujet, on peut diminuer de temps les émissions, on peut réduire de temps l'impact sur la biodiversité, etc., avec des échéances de temps et des moyens pour y parvenir. Ok, on fait le tri donc. Alors le tri, c'est une petite partie, c'est nécessaire, mais ça ne fait pas tout. Est-ce qu'à la brasserie Caco, on fait le tri ? À la brasserie Caco, oui, on fait le tri. C'est vrai qu'on est soucieux aussi de tous ces sujets qui sont ultra sensibles aujourd'hui. C'est vrai qu'on en entend tous les jours et ça fait du bien de voir la passion aussi d'amener aussi à faire que les entreprises changent. Effectivement, nous, nos drèches sont réutilisées par les agriculteurs à la fois pour réazoter les sols ou donner à manger. On va pas les jeter à la poubelle. Enfin, je veux dire, voilà, le verre, on y trie. Du verre, on utilise beaucoup de bouteilles. Donc, effectivement, on fait attention à tout ça, en tout cas le plus possible. Et pour nous, c'est important, surtout que en brasserie, on utilise beaucoup d'eau pour faire 1 litre de bière. Donc, c'est pareil, on essaie de limiter au plus. Et déjà, la philosophie, l'éthique à la brasserie, c'est d'essayer d'au moins de faire du bio, déjà éthiquement, mais aussi gustativement, ça marche. Mais bon, derrière nos déchets, de toute façon, effectivement, c'est raisonné, ça commence à se raisonner, mais on n'en est pas encore au point d'avoir. On aimerait peut-être bien avoir besoin de tes conseils. On vous enverra François Schell. Donc François, comment on peut suivre Taeris, l'actualité, etc., ou faire appel à Taeris ? Alors, on peut retrouver sur le site web taeris.fr, sur mon LinkedIn également, il y a le LinkedIn Taeris. Et puis, on peut se retrouver aussi à l'occasion du Salon du Nouvel Entrepreneur en septembre. Exactement, c'est un superbe salon que je conseille à tous. On essaiera de trier lors du Salon du Nouvel Entrepreneur aussi nos déchets. Oui, on va avoir l'occasion d'en reparler. On va envoyer juste un petit jingle et on continue. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Le Salon du Nouvel Entrepreneur aura lieu à Chambéry les 17 et 18 septembre. Ce sera l'événement de la rentrée à ne pas rater pour tous les porteurs de projets, les dirigeants et les étudiants entrepreneurs. Nos 3 invités participeront à ce salon. Nous allons en parler tout d'abord avec vous, François Schell. On vous retrouvera pour une conférence immersive le samedi 17 décembre. À quoi doit-on s'attendre ? Oui, tout à fait. Alors, la conférence du samedi, elle va être dédiée sur les grands enjeux et les grands défis environnementaux que toute organisation, finalement, va avoir à faire face, va avoir à traiter dans son activité. Ce qui est important, c'est que ce soit pour les entreprises établies, que ce soit pour les entreprises qui sont en train de se transformer ou les entrepreneurs, finalement, on est vraiment sur la stratégie de l'entreprise. Comment on invente des nouveaux modèles, comment on transforme les anciens modèles vers des modèles environnementaux, etc. Et cette conférence-là, elle va permettre finalement d'ouvrir les yeux sur ces défis-là pour que chacun, dans son contexte, puisse réfléchir petit à petit à comment on pourrait traiter le sujet. Et ce ne sera pas tout, parce qu'en plus de la conférence donc du samedi 17 septembre, il y aura aussi une table ronde le dimanche 18 septembre, où donc vous participerez à cette table ronde, mais pas seul. À qui on aura affaire et de quoi on va parler ? Oui, tout à fait. Alors en fait, ce qui est intéressant avec la table ronde va être hyper complémentaire par rapport à la conférence. La conférence, on va vraiment traiter des grands enjeux, la compréhension des mécaniques, énergie, climat, environnement, biodiversité, etc. La table ronde, on va commencer à traiter de comment on le met en œuvre à l'échelle de l'entreprise. Comment ça se matérialise. Et là-dessus, on aura 3 intervenants globalement. Une intervenante sur la partie biodiversité. Alors je ne citerai pas encore les noms. C'est encore une surprise, il faut bien garder une surprise de temps en temps. Donc une intervenante sur la partie biodiversité, c'est-à-dire comment les entreprises doivent intégrer le vivant dans leur modèle. Un ou une intervenante à confirmer sur la partie économie circulaire, c'est-à-dire quels sont, et même au-delà de l'économie circulaire, c'est les modèles d'économie alternatives que les entreprises peuvent mettre en place. Et puis, moi qui interviendrai sur la partie climatique, c'est-à-dire comment on met en œuvre une politique et une stratégie climatique à l'échelle des entreprises. Alors le salon lui-même fait un maximum d'efforts pour respecter tout cela.
On est par exemple en partenariat avec Reforest Action, qui est une entreprise qui organise des plans de reboisement partout en Europe. Donc l'idée sera, on aura une cagnotte sur place, on va faire la quête un petit peu, et on va essayer de recueillir 2500 € de dons pour Reforest Action, ce qui va permettre de planter des arbres ici en Savoie et de refleurir un petit peu notre environnement. On aura aussi, évidemment, on fait attention à tout ce qu'on utilise au niveau publicitaire, tous les supports sont avec des matières recyclées, et on va essayer de vraiment faire passer le message, entre autres avec la table ronde, avec la conférence de François Chel et à travers aussi donc le partenariat de Reforest Action. Antoine Cacot, oui. Vous serez aussi présent du côté de la restauration. C'est vers vous qu'il faudra aller pour boire un verre ou pour manger un petit quelque chose. La brasserie Cacot a-t-elle l'habitude de tenir ce rôle sur des événements ? Effectivement, nous, on se spécialise de plus en plus dans la partie événementielle, et qui dit événementiel dit déjà boisson, parce que c'est notre corps de métier, et on travaille aussi avec des chefs ou autres qui travaillent aussi autrement. Donc oui, on fait d'autres salons. Là, on va être sur le salon d'Alpôme à Méribel. On va être aussi, on a déjà tenu la partie du hockey de Chambéry. Voilà, on continue un petit peu, on en fait un petit peu aussi à la brasserie. C'est, même un petit peu beaucoup. Donc dans le sens, oui, ça devient un peu une des phases, un des chapitres qui est chez les Cacos. Il n'y avait pas assez de chapitres chez les Cacos. On en rajoute. Donc, pour rappel, le Salon du Nouvel Entrepreneur, les 17 et 18 septembre à Chambéry, au Manège, pour la création d'entreprise, la reprise d'entreprise, les porteurs de projets, peu importe où vous en êtes, que vous ayez juste une idée, ou que vous soyez déjà lancé dans le processus de création, les étudiants entrepreneurs, car ils sont de plus en plus nombreux à être déjà soit indépendants, soit dirigeants pendant leurs études. L'idée est vraiment de rassembler un maximum d'intervenants. Il y aura les organismes publics comme la CCI, la CMA, France Active et tous les autres. Aussi des professionnels qui seront là pour vous proposer leurs offres dans l'accompagnement et dans le conseil pour vous aider à atteindre le succès avec votre entreprise. Beaucoup d'animations. Nous aurons en tout 36 ateliers, 4 tables rondes, du main stage. Alors c'est comme du TED pour ceux qui connaissent, mais sans la marque TED, pour la simple raison qu'un TED ne peut pas être inséré dans un autre événement. Mais ça sera exactement le même principe. Il y aura aussi des concours de design graphique. Ce sera très prochainement annoncé sur les réseaux sociaux, où le gagnant gagnera un job. Il deviendra le graphiste de l'année suivante. Et un concours de pitch avec des superbes lots à gagner aussi, et du matériel ordinateur portable, téléphone, tablette et j'en passe. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle émission. Merci à mes invités d'y avoir participé. On se retrouve le vendredi 27 mai à 11h avec 3 nouveaux invités. D'ici là, restez motivés et inspirés. Et puisqu'il est midi, bon appétit. Les infos avec Maxime.